exactement ça aujourd'hui. Ce sont sur les technosolutions. Technofixes Beware, attention aux technosolutions. Une présentation de Riquet et Rainer. Je vous laisse la scène, à vous. Bonjour et bienvenue à cette présentation Technofixes Beware, les fictions technologiques à la place des solutions aux problèmes politiques et sociaux. Je m'appelle Rika, je suis conseillère politique à Friends of the Year, une des plus grosses associations écologiques en Allemagne. Je suis aussi membre de Bits & Bäume et je suis ici avec Rainer. Bonjour, je suis Rainer, je suis co-chair du Forum Computer Professionals for Peace and Societal Responsibility, le FLFF. Je fais aussi partie de Bits & Bäume. Mon background, c'est dans tout ce qui est informatique et philosophie, mais aussi sustainabilité et les schémas narratifs du monde de la tech, ce qui nous amène immédiatement à notre sujet aujourd'hui. Nous travaillons tous les deux à l'intersection de la sustainabilité et de la technologie et on s'est tous les deux rendu compte qu'il y avait un problème avec la façon dont on parle de la tech dans le contexte des crises globales, en particulier quand ça a trait à l'environnement ou aux droits fondamentaux des êtres humains. Donc on va parler de nos expériences personnelles avec les discours du monde de la tech et bien sûr, on va reconnaître tout de suite qu'il y a beaucoup de potentiel dans l'innovation technologique. Mais bien souvent, le monde de la tech, les solutions technologiques sont surestimées comme des solutions pour des challenges sociétaux. Donc, c'est ce qu'on va dire, ça peut avoir l'air un peu random, mais avec cette présentation, on va vous aider de trouver ces technofixes. Alors, premièrement, on va vous parler du problème et des structures des problèmes. Et après, on va vous donner des exemples et analyser. On va conclure avec des solutions. Et après, on va vous présenter un outil pour vous aider. Alors, c'est quoi le problème qu'on essaie de repérer? Alors, il y a une chose qui est sûre, on a beaucoup de crises au moment qui sont très connectées. Et nous, avec notre travail chez Bits & Bäume, c'est la catastrophe climatique de laquelle on parle. On a eu le mois de juillet le plus chaud et le mois de décembre le plus pluvieux en Europe de toute l'histoire de l'humanité. Et ça nous montre qu'on est tout à fait sur le chemin d'une catastrophe globale. On est maintenant à plus de 1 degré de réchauffement. On est sur une trajectoire pour atteindre 3 degrés de réchauffement et ça, c'est catastrophique. Si on dépasse les 2 degrés, on va dépasser des points de bascule et on va avoir des changements systémiques complets. Ça pourrait amener à plein d'incidences, notamment des cas de météo extrêmes, par exemple les inondations au Pakistan de 2022, la sécheresse au Kenya cette année, les feux de forêt qu'il y a pu y avoir par exemple en Maui. Mais cette crise climatique, elle est aussi très liée à d'autres crises écologiques, par exemple les pertes rapides de biodiversité ou des crises de ressources, comme par exemple l'eau, les métaux ou les terres arables. Ça mène à des conflits dans un but d'exploitation de la nature.
Et bien sûr, les crises politiques augmentent également. Chaque année, on a un recul de la démocratie à travers les pays. On a aussi eu 2 crises financières dans les 20 dernières années. On a eu une pandémie majeure. On a des conflits globaux et l'économie change à une vitesse de plus en plus rapide globalement. Donc tout ça, ça peut être quelque chose de très mauvais. Et si la technologie pouvait nous sauver? Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour toutes ces crises? Et ce sont les entreprises qui essayent de trouver ces solutions. On parle des technologies et d'idées qui peuvent aider. Il y a des acteurs politiques, mais aussi de l'économie qui nous parlent, par exemple, par le blockchain, carbon air capture, la captation du carbone. Alors, ce que c'est à voir pour comprendre notre présentation, ce sont la fiction, par exemple. On n'est pas des experts comme société dans tous les genres de technologies, mais on a des narratives sur le fonctionnement d'autres éléments. Et ces habiletés de technologie, est-ce que c'est une solution pour maintenant ou c'est quelque chose de la future? C'est juste, c'est la réalité ou c'est plutôt un rêve pour la future? La durabilité, c'est l'autre notion. C'est complet. Comme but, c'est la possibilité de satisfaire notre besoin. Et ça parle de la génération, la justice intragénérationnelle. Et on vit dans un monde qui est vraiment pas stable du tout. Et tout ça, c'est pas seulement la protection de la nature, mais aussi de nous-mêmes. Alors, maintenant, on va vous parler des problèmes qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils veulent être. Alors, on a 2 types. Les 2 sont différents, mais ils distraient d'une façon différente. Alors, type A, c'est la discussion d'une technologie qui est la fiction. C'est pas juste, même s'il y a de la technologie qu'il y a déjà, une technologie qui pourra aider. Et le type B, c'est de discuter la technologie, même si c'est un problème politique, pas vraiment technique. C'est une autre distraction. Alors, on va parler encore de plus. Alors, type A. Exemple numéro 1, conduire la voiture d'une façon automatique, moins d'émissions, plus d'espace dans les rues. Il y a les machines électriques, beaucoup de caméras et de sensors. Alors, on a beaucoup de problèmes qui sont fondamentaux.
Et on l'a vu avec des accidents ou presque accidents dans des cités. Et l'environnement dans les cités, c'est très chaotique. Et pour que ça fonctionne, il faudra changer la cité vraiment. Et il y a des erreurs dans les systèmes aussi. Et peut-être que vous l'avez déjà lu quelque part, comme blockchain. Un autre aspect du problème, c'est qu'une voiture électrique, ça prend toujours la même place, la même empreinte au sol qu'une voiture à énergie fossile. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution dans le type A qui existe déjà? On peut parler de transport public, on peut parler de mobilité combinée entre différents moyens, on peut parler de mobilité douce. Donc, si notre but c'est d'avoir un véhicule et que vous n'ayez pas besoin de le conduire vous-même, allez à l'arrêt de bus d'à côté et prenez le bus. C'est la solution qui existe depuis des siècles maintenant. Alors la question c'est à qui profite cette narration? Eh bien, simplement aux gens qui construisent ces technologies. Google, Uber, Tesla et d'autres constructeurs automobiles qui se sont chacun raccrochés à ces espèces de trains, parfois plus tard. Ils veulent pousser cette idée. Un autre exemple, c'est la fusion nucléaire. C'est quoi la promesse? Énergie illimitée et propre pour tout le monde. La technologie est plutôt simple. La puissance nucléaire, ça vient d'éclater des atomes. La fusion, ça vient de fusionner des tout petits atomes. Et voilà. Mais en réalité, c'est une technologie qui est très très chère. Les deux sont très très chers. Les deux ne peuvent être faits que d'une façon très centralisée. Le carburant vient généralement de pays qui sont des dictatures, mais bon, ok. Et dans le cadre de la fusion, c'est pas une technologie qui est disponible commercialement, pas dans la décennie à venir. Donc, on aimerait mettre l'accent sur ce point-là. Qu'est-ce qui pourrait être une solution pour de l'énergie illimitée et propre? Alors bien sûr, on a les énergies renouvelables. Il y a des gens qui appellent l'énergie solaire de la fusion à distance. Ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui pourrait être déployé aujourd'hui. Mais qui bénéficie du fait de parler d'énergie nucléaire et de fusion? Les grosses organisations de production énergétique, parce qu'ils savent que c'est les seuls qui peuvent déployer des technologies comme ça. Et il y a des acteurs qui cherchent à tout prix à délayer les discussions de transition énergétique. Et on se retrouve avec des espèces de placebo parce que le monde politique retarde toute vraie solution ici. Donc ça, c'est l'aspect de la fusion et de la production d'énergie nucléaire. Parlons maintenant du type B de ces erreurs. Ce qu'on a identifié ici, c'est la tech comme une distraction des changements nécessaires politiques ou sociaux. On a deux exemples ici, les OGM et l'IA pour les problèmes environnementaux. Les OGM, c'est un exemple très vieux. Il y a beaucoup de gens ici qui sont peut-être familiers de ça. L'idée étant une solution technologique à la faim dans le monde, en ayant des cultures plus productives grâce aux modifications génétiques des graines, ainsi que des herbicides et des pesticides. L'idée est, on peut arrêter la faim dans le monde, on peut améliorer les rendements des cultures, et si vous voulez comprendre comment ça marche, le glyphosate, par exemple, est un bon exemple ici. C'est ce qu'on appelle un herbicide total, c'est-à-dire que ça tue toutes les plantes, sauf certaines plantes modifiées génétiquement. Et ces plantes modifiées génétiquement et les herbicides correspondants sont fournis par juste quelques entreprises mondialement, principalement Monsanto Bayer, aussi Dupont, et ce sont toujours des entreprises qui ont des noms un peu longs à cause de toutes les fusions qui se sont opérées. Ça, c'est des entreprises qui ont plus de 60% du marché des graines.
En réalité, la discussion, le débat autour des OGM, c'est quelque chose qui est plus vieux que moi. Ça date d'avant 1994. Et on sait aujourd'hui que ça n'a pas du tout mis fin à la faim dans le monde, même si plus de 25% de l'agriculture mondiale est basée sur des OGM. Et donc, bien que l'utilisation de ces modifications génétiques améliore le rendement à court terme, à long terme, ça a des impacts très négatifs sur la biodiversité, sur l'état des sols, qui ne sont du coup plus disponibles pour la culture d'autres variétés à long terme. On a aussi des études qui ont montré que l'utilisation des herbicides et pesticides a un impact très négatif sur les populations d'insectes. Des études de l'OMS qui indiquent que le glyphosate pourrait causer le cancer. On a des signalements de problèmes de santé dans les communautés qui vivent à proximité de zones à forte utilisation d'herbicides. Et surtout, on a une forte dépendance à ces entreprises qui fournissent ces herbicides et ces graines. Quelle pourrait être une solution? La première chose, c'est que la faim n'est pas un problème technologique. On ne manque pas de nourriture, on n'a jamais manqué de nourriture. Il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Le problème est un problème de distribution, d'accès à la terre et d'avoir un marché d'export de la nourriture qui soit équitable. Dans la majeure partie du monde, on a toujours des gens qui sont nourris par des petites entreprises agricoles, des petites fermes, avec des réseaux largement interconnectés. Ça permet d'avoir des choses qui soient plus durables, mais ça ne fournit pas des opportunités pour le profit aussi importantes. Qui bénéficie du coup des OGM? Tout l'agrobusiness, évidemment. Le deuxième exemple de distraction par la tech, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler cette année, c'est l'IA. Avant cette présentation, j'ai regardé des sujets sur lesquels on travaillait dans mes cercles, que ce soit l'économie, les océans, les forêts vierges. Et maintenant, vous pouvez trouver pour chacun de ces problèmes des papiers, des documents, des gens qui disent que ces problèmes peuvent être résolus par l'IA. Et on a des partis majeurs qui pensent que l'IA peut vraiment sauver la forêt vierge, peut enlever les plastiques dans les océans, permettre de tout recycler, etc. Cette narrative autour de l'IA, c'est un exemple typique de solution purement tech à des problèmes non tech. On a des gens dans la société civile, des gens comme vous travaillez sur des problèmes depuis des années et quelqu'un dit « Non, mais c'est bon, on peut mettre un LLM dessus, ça va résoudre le problème en quelques mois. » Alors, je ne pense pas que j'ai besoin de vous résoudre que l'IA ne peut rien recycler du tout à part des données. L'IA ne peut pas collecter des plastiques dans l'océan. Dans le meilleur des cas, l'IA nous donne des informations, de la nouvelle connaissance en analysant des données environnementales peut-être. Et ça a été utilisé depuis longtemps d'ailleurs de cette façon. Mais la narrative ici, qui dit que l'IA peut enlever le plastique de l'océan, son but, c'est de nous distraire des mesures plus compliquées de régulation de l'industrie du plastique, de transition vers des emballages réutilisables à la place des plastiques à usage unique. Et de cette façon, il y a du temps et des ressources qui sont investis dans des solutions à base d'IA pour le climat. Dans le meilleur des cas, on gagne de l'information, mais peut-être sans implémenter aucune mesure. Et c'est très important de dire que notre premier problème dans l'environnementalisme aujourd'hui, ce n'est pas un manque de connaissances. On a besoin de sciences fiables, oui, mais pour la plupart des problèmes de politique environnementale, on sait déjà ce qu'on a à savoir. Et c'est impressionnant de mesurer, par exemple, comment est-ce que la pollution influence la fonte des glaciers ou la perte des forêts vierges, mais ce n'est pas nouveau, ça. La collection d'informations avec de l'IA, c'est typiquement un technofix ici, une technosolution. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres exemples de solutions suggérées technologiques à des problèmes environnementaux, sociétaux, etc. On peut parler bien sûr des crypto-monnaies, où au lieu de réguler le système financier actuel, on met des crypto-monnaies. Et d'autres talks dans ce congrès, on en parlait aussi. Alors maintenant, ça nous mène à la question, pourquoi est-ce que ces technosolutions marchent aussi bien? Alors pourquoi ça marche tellement bien? On voit qu'il y a deux raisons pour ça. Alors premièrement, ceux qui
distribuent ce narratif, ils ont l'idée de rester, d'avoir le pouvoir. Ce sont les oligopoles. C'est aussi juste pour les personnes de la politique qui aimeraient rester dans une position de pouvoir. C'est aussi le deuxième, la question de la société. Alors, le deuxième, c'est plutôt pas une raison d'être méchant, mais de ne pas avoir l'intelligence, le savoir, disons. C'est pas avec le but de faire quelque chose de mauvais. Mais maintenant, Rike vous va expliquer la première raison. Alors, premièrement, les technofixes sont introduits par les entreprises qui ont l'intérêt de ces transformations techniques. Alors, beaucoup d'acteurs qui sont derrière ces transformations ont déjà été dans cet environnement pour beaucoup d'années. Par exemple, le business agro n'a pas beaucoup ne semble pas d'être très technique. Et avec l'augmentation de la tech agriculture, chaque secteur de cette industrie essaie de devenir plus technique. Il y a par exemple les robots et l'intelligence artificielle. Et il y a les grandes entreprises comme Monsanto qui aimeraient bien faire part de ce procès. Et on pourra penser que ce hardware est vraiment très nouveau, mais l'extraction de ces minéraux c'est fait des mêmes entreprises déjà pour des années. Ça fait déjà des siècles. And these supply chains have been established since colonial times and are maintained by international institutions until today. Our colleagues at, for example, ATTAC have very good work on this. Des monopoles sur l'industrie minière existent depuis des siècles. On a nos collègues d'ATTAC qui ont d'excellents rapports là-dessus. Le fait de miner du lithium, ce n'est pas nouveau. Les rapports qu'on peut voir sur les risques écologiques, sur les violations des droits de l'homme pour extraire ces ressources, ce n'est pas nouveau non plus. Donc la technologie, elle, est peut-être nouvelle, mais la chaîne de production est construite sur des structures de pouvoir qui sont extrêmement anciennes. Ah ja, oh Gott. Donc la deuxième chose qu'on voit, c'est des promesses des acteurs de la tech d'être différents, mais de se comporter de toute façon de la même façon que des entreprises déjà établies. Un bon exemple, par exemple, c'est Elon Musk à Tesla. Alors, c'est sûrement un bon moment pour parler du super travail de Paris Marx. Je ne peux que recommander son livre et son podcast si ça vous intéresse, si ce genre de thème vous intéresse. On sait tous, bien sûr, que Elon Musk n'est pas comme les autres milliardaires. Lui, il veut que les humains deviennent une espèce multiplanétaire. Il veut
mener une guerre contre l'antiracisme blanc sur Twitter. Alors ça pourrait faire sourire des gens, mais dans ces 2 dernières décennies, il nous donne un excellent exemple de ce genre de billionnaire tech, visionnaire, respecté par les politiciens, les journalistes, parce qu'il fait de l'innovation. Avec Tesla, par exemple, il a fait un bénéfice énorme de cette idée d'électrification comme une solution climatique. Et l'idée pour les voitures électriques, c'est une idée qui n'est pas nouvelle du tout. Le dernier empereur allemand avait une voiture électrique. Mais ce que Tesla a défini dans notre moment, c'est que ces voitures devaient avoir une image d'une mobilité très masculine, peut-être. Donc des grosses voitures, des voitures lourdes. Et le business model derrière, c'est de vous donner une voiture électrique qui a les mêmes sensations qu'une voiture à essence. Donc ça fait de Tesla l'opposé de quelque chose de durable. Ils ont des énormes batteries qui nécessitent beaucoup de ressources, ce qui crée une très grosse demande d'énergie pour les déplacer. Et les voitures électriques qui pourraient vraiment aider une transition écologique, dans le meilleur des cas, ce serait sûrement des bus, par exemple, mais plus petits si c'était des voitures individuelles en tout cas, et qui ne soient pas la source principale de mobilité pour les gens. Un autre très bon exemple dans les compagnies tech, avec des nouveaux acteurs mais qui travaillent dans des vieux systèmes. On a Lieferando par exemple, ils ont un super quartier général, Amazon aussi a des super tours, Berlin, à Hambourg, et ils donnent une idée d'un nouveau mode de travail, d'une nouvelle innovation. Mais leur business model, c'est un modèle extrêmement classique d'exploitation d'un labeur pas cher pour faire plus de profit. C'est intéressant de se dire qu'en 2022, Jeff Bezos a gagné 8 millions de dollars de l'heure, alors que ses employés de livraison en Allemagne ne gagnaient que 15 € de l'heure. Donc même si les technologies, les nouvelles entreprises ont un aspect futuriste, nouveau, dans la plupart des cas, dans presque tous les cas, c'est une réutilisation soit par des vieux acteurs, soit des nouveaux acteurs construits sur les mêmes systèmes de destruction que les acteurs déjà établis. Et maintenant, on en vient à la deuxième des raisons qu'on a trouvées. C'est une mécompréhension de la tech et de la société, ou on pourrait dire l'argument de l'incompétence. Bien souvent, la technologie n'accomplit pas ce qu'elle avait promis. On peut parler, par exemple, de la révolution qu'on nous promettait avec les crypto-monnaies. Et bien souvent, c'est parce que ce sont des concepts inappropriés de la technologie et de la société. Il y a 2 types ici qui sont un petit peu entremêlés. Premièrement, il y a la compréhension de la fonctionnalité de la technologie en elle-même. On a tous entendu parler de l'immutabilité, de la distribution, de l'absence de nécessité de la confiance dans les blockchains. Et si on regarde effectivement la blockchain, c'est pas immuable et ça nécessite énormément de confiance en fait. C'est quelque chose qu'on voit dans des cas où, par exemple, on a même des journalistes ou des gens qui sont des soutiens enthousiastes de technologie. Ils ne comprennent pas forcément ce qu'il y a derrière ces technologies. Il y a une quinzaine d'années, on parlait de big data et de tout ce qu'on pouvait faire avec. C'était très nébuleux comme aspect finalement. Le deuxième aspect, c'est un manque de compréhension des sociétés humaines telles qu'elles existent et telles qu'elles fonctionnent. On a souvent tenté de croire que les humains fonctionnent comme des ordinateurs, que leur cerveau n'est qu'un CPU qui traite des données, juste qu'il est fait de viande. Mais si on regarde dans les sciences sociales, on ne voit pas ça en fait. En même temps, on a une espèce de croyance que dans la société, dans le concept de transaction, que tout peut être vu à travers le prisme de la théorie du jeu et que c'est comme ça que les humains fonctionnent.
Et que si les humains dévident ça, c'est un bug. Et évidemment, si on part de ces axiomes et qu'on voit les humains comme des acteurs purement économiques, je peux appliquer une technologie qui va modéliser ce comportement de façon très précise. Et ça, c'est pour ça que bien souvent, ça ne marche pas, parce que la société ne marche pas de cette façon. L'humain ne marche pas de cette façon. Et donc, à la fin, ces systèmes technologiques ne marchent pas, ils n'aident pas du tout avec les problèmes qu'ils étaient censés résoudre, et bien souvent, ils créent encore plus de problèmes en passage. Non seulement parce que ça utilise l'espace de discussion et les financements pour résoudre ces problèmes, mais aussi parce que les gens se sont investis du temps, de l'argent, des espoirs dans ces solutions, et cet investissement est perdu au profit des gros acteurs du domaine. Donc, on a des cas où la société est mal comprise et l'inclusion de la technologie dans la société, c'est la clé de cette mécompréhension. Mais on a beaucoup de solutions dans des contextes dont on a parlé, et on ne veut pas juste parler de technosolutions où tout est mauvais, mais on a beaucoup de solutions. Et ça, je pense, c'est une bonne nouvelle pour nous ici. Il y a beaucoup de technologies qui fonctionnent très bien. Et il faut la bien comprendre, la partager pour la utiliser. Et ça, il faut vraiment l'implémenter, utiliser. Par exemple, on a entendu discuter de la cité de vélo, cyclable, de manger moins de viande, de manger plus de végétal. Par exemple, l'énergie solaire qui fonctionne très bien. Ce que c'est nécessaire, bien sûr, c'est une réforme des marchés, des idées comme le degrowth, décroissance. Il faut faire la chose juste parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Okay. Alors, il faut parler des systèmes financiers et démocratiques. C'est difficile de le faire, mais c'est important de ne pas parler des choses techniques, des éléments techniques, mais le changement social qui vient. Il faut parler de la taxation CO2, mais aussi d'augmenter les taxes, spécialement des personnes qui ont beaucoup d'argent. C'est une narrative qui montre combien d'inégalités on a. Il faut beaucoup d'efforts, mais c'est bien, on peut le faire, on y arrive. Il y a des solutions. Il faut qu'on parle de la sécurité du groupe et pas seulement du individu. Et on aime bien de faire des choses avec la technologie de hacker quelque chose. Il faut apprendre quelque chose, mais aussi partager ce qu'on a appris. Le partager avec le congrès, avec le club, mais aussi avec les amis et la famille. Il faut avoir le temps qu'il faut pour apprendre les choses, pour prendre soin de soi, mais aussi des autres. Alors, on a dit ça, le futur durable est un bon futur. Mais pour conclure, on espère d'avoir fait un cas que la technologie nous distrait. C'est un premier cognital. Il faut demander les questions justes. Alors, les questions qu'on aimerait vous proposer, c'est
qui est la personne, qui est l'acteur qui bénéficie de ces technologies, qui vous offre ces technologies, littéralement, mais aussi d'une façon symbolique. Alors, demandez aux personnes qui vous offrent ces solutions de parler encore de plus de ces objectifs et d'expliquer un peu plus, parler un peu plus du contexte, du impact sur la société. Et ça, c'est vraiment important. Si quelqu'un vous offre, fait un propos de la technologie, il faut demander comment ça fonctionne avec les pratiques qu'on a déjà dans la société. Alors ça, c'est déjà quelque chose à quoi penser. Alors, parlons de la technologie qu'on peut vraiment utiliser et comment faire l'utiliser en fait. Alors, si vous êtes curieux, et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et bien sûr, cette présentation et tout le travail qu'on fait, notre ONG, les activistes, c'est un effort de team, d'équipe. Un grand merci à notre collègue, les chercheurs et aussi les anges ici, l'équipe de contenu de VOC. Merci. Merci beaucoup à Rika et Rainer. Si vous avez des questions, n'étiez pas timide ou participer en ligne. Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'Internet? Micro 2. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors, peut-être que je suis un peu confuse, que j'ai confuse quelque chose. Vous avez, moi je viens des États-Unis. Comment est-ce que vous résoudriez le problème où vous essayez de proposer une solution et le public en général n'en veut pas, par exemple? Un exemple, c'est le premier politicien qui va essayer de proposer une solution, ce politicien va perdre son travail instantanément. Vous parliez de Tesla. Tesla ne s'est pas formé dans le vide. Il y a un contexte qui a permis la création de Tesla. Personne d'autre n'essayait vraiment de développer les voitures électriques. Comme vous l'avez dit, les voitures électriques étaient là depuis plus longtemps d'ailleurs que les voitures à essence. Mais personne n'essayait vraiment de faire avancer les voitures électriques jusqu'à la popularisation par Tesla. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut résoudre ce problème fondamental qui est, quand on va à contre-courant de ce que les gens veulent ou de ce que les gens pensent vouloir, comment on peut faire avancer les choses? Alors, je ne suis pas spécialiste des moyens de transport aux États-Unis. Je peux recommander le livre de Paris Marx qui parle de transport et de la Silicon Valley notamment. Et je pense que c'est vrai que les procédés de transformation politique est complexe, mais je pense que le futur d'avoir des villes dans lesquelles on peut se rendre du point A au point B en marchant, d'avoir des transports publics de qualité, c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de gens. Et je pense que dans notre présentation, ce qu'on veut dire, c'est pas nécessairement que c'est pas une liste de choses que les politiciens doivent faire demain, mais plus une façon de regarder le monde de la tech pour distinguer les vraies solutions des fausses. Si on veut avancer, il faut qu'on puisse le faire d'une façon qui permet aux gens de vivre dans des communautés. Et pour ça, on a besoin de concepts comme des villes dans lesquelles on peut se déplacer à pied, des transports en commun. Comme on a vu l'image qu'on avait dans ces slides. Si on parle de Tesla, Tesla répondait à des questions de comment est-ce qu'on devrait transformer la mobilité avec des grosses voitures électriques. Et ça, ce n'est pas la réponse.
Et je voudrais ajouter, je pense que tout ce que vous avez dit, c'est valide et c'est important, mais on ne peut pas mélanger des problèmes démocratiques fondamentaux avec des problèmes tactiques dont on a discuté ici. Et pour autant que je sache, et je ne suis pas non plus un expert sur le transport aux États-Unis, il y a un soutien populaire pour ce genre de transition, mais le procédé démocratique américain ne reflète pas cette réalité. Et ça, c'est un problème plus important, plus large. Et c'est pour ça ici qu'on s'est concentré sur les centres-villes. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles des voitures sont nécessaires, évidemment. Mais la première question, c'est quid des centres-villes, où on a un manque d'espace, où on a énormément d'infrastructures qui est construite pour les voitures. Et le plus souvent, en particulier aux États-Unis, les gens ont besoin de voitures parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc on a une espèce de dépendance circulaire ici. De mon expérience de New York, il y a au moins des plans, un peu limités peut-être, pour augmenter les transports publics, limiter un peu les voitures, mais c'est un procédé qui est très complexe. Ceci ne change pas le fait que pour savoir où on doit aller, quelles sont les prochaines étapes politiques, il faut regarder le but dans lequel on se dirige. Un commentaire aussi sur Tesla. J'aimerais beaucoup en parler, peut-être pas ici, mais à quel point est-ce que le résultat des efforts de Tesla, l'espace narratif a été rempli par ceci, mais à quel point est-ce que les actions et les activités de Tesla ont vraiment participé à résoudre les problèmes dont on parlait? Parce qu'il y a une image qui nous dit que ça a marché, mais si on regarde les chiffres, les émissions, l'accès à des solutions moins polluantes, j'ai envie de dire que la narration de Tesla utilise beaucoup d'espace dans notre espace de discussion, mais plus au final que ce que ça n'a résolu de problème dans la réalité. Une autre question. Merci pour cette présentation. J'ai une question un peu similaire à la précédente, mais je n'ai pas autant de bagou. Mais comment est-ce qu'on peut transmettre ce message, en particulier aux côtés plus conservateurs du monde politique, aux gens plus libéraux économiquement, y compris à des côtés d'ailleurs de la gauche politique, des gens qui disent il faut qu'on justement sponsorise la tech, il faut que la tech résolve nos problèmes. Même si on n'est pas forcément d'accord avec ces bords politiques, il ne faudrait pas forcément que le but de ce talk ce soit de mettre des partis de droite dans le Parlement et de les laisser ignorer le problème. C'est un très bon commentaire. C'est la préparation mentale de laquelle on parle avec beaucoup de personnes. La question, c'est comment l'approcher. L'idée, c'est pas d'être la tête du con utile. Mais même si je parle avec des personnes chrétiennes, l'énergie nous va faire indépendants. Ça pourrait être une histoire duquel on pourra parler. Mais si on parle des narratifs, il faut qu'on pense que c'est vraiment une lutte de pouvoir. Il faut qu'on s'organise et de devenir plus politique. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas vraiment convaincre. Il y a des personnes plus libéraux, mais aussi conservatives qu'on ne peut pas convaincre. Je ne pense pas que c'est une bonne stratégie de convaincre ces personnes. Et moi, je suis une historienne des mouvements. Et chaque fois qu'une technologie n'a pas été acceptée,
Et si on pense à l'énergie nucléaire, il y avait un grand mouvement collectif. Les gènes modifiés, genetically modified, OGN. Et si on parle de la mobilité pour nous-mêmes, pour être proche des personnes qu'on aime bien, et il faut pousser pour ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de bon activisme. Et vous êtes tous des activistes pour les choses, pour le CCC. Désolé, il faut que... Et il y a des personnes qui disent qu'il y a seulement l'utopie, mais je pense ici, après ces 4 jours, on montre qu'on peut produire des choses qui fonctionnent. Et il y a tous ces lieux dans ce congrès où il y a des personnes qui font le but des énergies et des technologies et de montrer que ça pourra fonctionner. Et ça pourrait être qu'il faut y penser un petit peu et on n'a pas beaucoup de choix.